Bonjour tout le monde, bienvenue à Un café avec ton courtier. Je m'appelle Pierre-Alain Saint-Laurent, je suis courtier hypothécaire pour le cabinet Planiprêt. Aujourd'hui, on a une belle discussion avec une autre courtière hypothécaire, Mélanie Lachaine. Mélanie est une courtière hypothécaire chez Planiprêt depuis plusieurs années et elle se spécialise de plus en plus sur ce qu'on appelle la manœuvre Smith. Si vous êtes quelqu'un qui veut tenter de réduire leur facture fiscale et vous êtes propriétaire de votre maison, vous avez une marge de crédit, vous devez écouter cet épisode-là. C'est à ne pas manquer. Allez-y. Yo. Madame Lachaine, bonjour. Monsieur Saint-Laurent, Comment quel ça va, plaisir. Mélanie? Ça va très bien, toi-même? Ça va très bien, merci beaucoup. Merci d'être à mon podcast Un café avec ton courtier. Bon café. Merci, délicieux en passant. Ouais, ça c'est tout grâce à Clément. Oui, merci, chef. Dis-moi, t'es-tu une vraie fan de café? C'est Oh, vrai oui. ou comme t'es une fake? Là? Non, j'adore. Parce qu'on a sorti des gens des fois là, qui nous disaient qu'ils buvaient de l'instant ou quelque chose comme ça. Non, surtout pas. Ça me ramène à ma jeunesse. Mes parents, c'est ce qu'ils buvaient de l'instant à l'époque. Mes parents, ça fait 2 machines à café que je leur achète, qu'on leur achète avec mes frères et sœurs, et qui finalement continuent à boire du Nescafé, genre, je sais pas trop. Là, Oui, j'ai oublié le nom parce qu'ils ont changé depuis, là, mais C'est terrible. j'ai encore des oncles là, qui sont sur le café instant. C'est terrible. Effectivement. Est-ce que tu vas... Moi, j'aime plus, je pense, les cafés que le café. Tu sais, je suis pas très fancy. Là, donc ça me prend comment je veux dire, une bean qui vient une graine qui vient de, j'aime mieux le Costa Rica que, là, je sais pas aussi là. Moi, j'aime beaucoup les espaces. Donc, dans les cafés, je trouve qu'il y a une belle expérience, il y a une belle vibe. Tu sais, je sais que tu es plus Griffintown. T'as-tu des cafés dans ce coin-là ou ailleurs que tu aimes aller? Ou... Ben, j'aime bien aller, là, le petit DEP qui est Oui. près de chez moi. Il y en a un dans le Vieux-Montréal, il y en a un aussi... Dans le Carrefour Laval, il y en a un. Ah oui? Ouais. Ah, ça, je savais pas. Ouais. J'aime bien l'ambiance. Des fois, si je voulais étudier, justement, quand j'étudiais pour mon accréditation, j'allais m'installer là. Je savais que j'étais moins dérangée par l'ordinateur, les courriels qui entrent et tout, donc je pouvais rester focusée sur ma lecture. Et l'ambiance est quand même intéressante, des étudiants ou des rencontres sur le lieu. Puis ça fait pas café froid, c'est très chaleureux. Donc oui. C'est un bon aussi, là, le petit dep, j'aime ça. Ouais. Il y a, tu sais, des fois, je trouve que dans ces cafés-là, tu sais, tout est fait sur l'expérience. Parce que, tu sais, oui, tu prends un café, mais tu choisis pas vraiment ce que tu prends. Là, tu prends, OK, ouais, mets-moi comme 3 fois la quantité de lait qu'est-ce que j'ai dedans. Là, tu vas avoir un gros latte avec du sucre puis tout. Mais tout est dans l'expérience. Puis, ben, c'est drôle parce que ça me rappelle un peu ce que nous, on fait comme courtier hypothécaire. Parce que des fois, notre service est bien plus important que finalement le produit qu'on offre là, Absolument. parfois. Puis on va parler justement de service. Puis quand je dis service, c'est tout ce qui est la périphérie d'une hypothèque. Là. Parce qu'une hypothèque, c'est une hypothèque. Il y a personne qui dit « Hey, viens voir mon hypothèque. » Ça C'est un emprunt bancaire. Exact. Fait que c'est pas super sexy, mais c'est comment est-ce qu'on va le faire puis comment est-ce que ça va s'imbriquer dans les stratégies financières qu'on a dans notre quotidien. Puis on peut la rendre sexy, l'hypothèque. Ouais, tu vas nous montrer ça? Ben, il y a des choses qu'on ne sait pas, hein, donc... Ben, j'ai hâte d'en entendre parler. Évidemment, c'est un petit peu pour ça que je t'ai invité. Tu es certifié, accrédité pour la manœuvre Smith. Ouais. La manœuvre Smith, j'ai mis un R là, dans la manœuvre Smith. Dis-moi, avant d'avoir été accrédité, avant d'avoir été courtier hypothécaire, tu arrives de où? À la saison 1, on aimait ça. Je posais beaucoup la question, c'était quoi ton premier paycheck? Là? Ton premier talon de paye, il venait de où? D'où tu arrives? Et mon Dieu, on peut aller loin, là. On peut aller loin parce que tu es très vieille. Non, on n'ira pas si loin que ça, je pense. Alors, ça rentre, là. Mais oui, mais étudiante, j'ai eu des emplois étudiants comme tout le monde, là, quand même assez jeune, là. Je travaille dans les dépanneurs, restaurants et tout ça. J'ai gagné ma croûte parce que mes parents m'ont inculqué une valeur que je tente de transmettre aussi à ma fille. Pour l'essentiel, c'est eux qui payaient, mais pour les extras, je devais m'organiser pour avoir mes propres finances. Donc, c'était frustrant à l'époque, mais ça a eu du bon. Donc, moi, quand je suis partie aux études à l'extérieur, parce que je suis native des Hautes-Laurentides, de la grande région de Mont-Laurier, alors je suis allée au cégep à Laval. Alors, mes parents m'ont toujours donné le budget pour faire mes épiceries à l'épicerie métro au coin de la rue. Donc, moi, j'ai pas connu ça, les difficultés avec du craft dinner. Sauf que si je voulais sortir pour les parties de cégep, ça, c'est organise-toi, tu as un budget, gère ton budget.
Alors, c'est vraiment la façon dont j'ai commencé à travailler très jeune pour pouvoir payer mon permis de conduire, pour pouvoir payer mes sorties et tout. Mais une fois le cégep terminé, mon champ d'études, c'était en tourisme. OK. Alors, Tourisme. tourisme. Ouais. Alors, c'est vraiment complètement différent d'aujourd'hui. C'est la vie qui m'a amenée où je suis. Mais j'ai quand même travaillé dans le domaine. Je suis retournée dans la région de Mont-Laurier travailler comme agent de développement pour les pourvoiries du Québec pour la région des Laurentides. Donc, Wow. on faisait le marketing, on faisait les salons aussi plein air On est pour loin du vendre. petit dep dans Griffintown, là, quand même. Là. Ouais. Absolument, absolument. Le vendre les produits plein air, chasse et pêche, quad, motoneige, on est ailleurs, mais ça a été une expérience extraordinaire. Mais moi, je sais l'âge que ta fille elle a. Puis là, tu me dis, moi, j'ai dû travailler pour les choses le fun de ma vie. Tu fais travailler ta fille pour les gens. Elle n'a pas comme 8 ans, genre. Non, mais dans le langage qu'on va éduquer, tu Ouais, je sais. comprends. Maman, je veux ci, maman, je veux ça, parce qu'on sait que dans les magasins, tout est à la hauteur des enfants pour créer de la vente. Donc, c'est tout le temps une question de essentiel ou non, puis en as-tu besoin ou non. Le je Puis veux, il vient vite, le là. je veux Ouais. vient vite. Alors, puis elle a conscience aussi, là, ça se travaille avec les années, donc oui. Fait que tu es à Mont-Laurier dans le tourisme avec les pourvoiries. Là. Tu sais, moi, il y a tourisme. Évidemment, moi, j'habite à Montréal. Là, fait que je pense au tourisme du vieux Montréal, choses comme ça, mais c'est une autre affaire. Là. Les pourvoiries, c'est les pêcheurs, les chasseurs, ce genre de monde-là. Puis là, tu reviens à Montréal. Comment c'est arrivé, ça? Ben oui. Ben j'ai toujours voulu voyager. J'ai étudié dans le domaine dans le but de pouvoir travailler pour voyager. Alors, l'opportunité s'est présentée de travailler comme agent de bord. Donc, je suis allée OK. travailler pour une compagnie aérienne qui faisait principalement du national, donc Canada, un peu États-Unis, un petit peu Caraïbes aussi en période saisonnière là, Mhm. pour les voyages tout inclus. Et puis, la compagnie a fait faillite. Au bout de 2 ans. Donc, mais j'ai été 2 ans agent de bord dans les avions et ça a été extraordinaire comme expérience. Vraiment, là, c'est une jeune compagnie dynamique. J'ai encore des amis qui datent de cette époque-là aujourd'hui, 20 ans plus tard, et c'est vraiment une belle expérience vécue. Et suite à ça, sans emploi, Parce que je veux pas, tu faisais pas Mont-Laurier jusqu'à l'aéroport. Là, pas du tout. là, à ce moment-là, tu t'es déplacé pour venir habiter Euh, en ville. Ouais. Exactement. Donc, je suis revenue m'installer à Montréal. J'étais à Laval pour les études, repartie en région pendant 2 ans. J'avais l'envie de revenir à Montréal pour la diversité, que ce soit culinaire, le bon café, vraiment d'avoir autre chose que les pizzas frites qu'on peut manger en région. Alors, c'est différent aujourd'hui, là, Ouais, c'est ouais. certain, là, On mais salue tous les bons restos des régions présentement. oui, puis il y en On a des bons. s'excuse. Non, non, il y en a des bons, effectivement. Et puis, donc, 2 ans dans l'aviation. Après, j'ai eu le plaisir de rencontrer un homme qui a partagé ma vie pendant quelques années et qui était militaire à Québec. Alors, c'est moi qui ai déménagé vers Québec. Et là, j'ai fait différents travails, mais il y en a un qui était vraiment agréable le temps que je me trouve un emploi. Puis, de mémoire, il me semble que tu en as déjà parlé avec un confrère, avec Tolérance Zéro à Québec, qui est du OK. raccompagnement en fin de soirée pour ramener les véhicules des gens à la maison. Oui, je pense que c'est Dominique Gontier qui a fait ça pendant un bout de temps. Exact. Ouais, exact. Ouais, ouais. Alors, je me souviens de mémoire parce qu'on n'est pas beaucoup à avoir fait Ouais. ça, là. Mais ça m'a permis de, découvrir la ville de Québec parce que Mhm. j'étais nouvelle dans la région. Et puis, ça faisait une petite soirée le fun. On a eu tellement d'anecdotes, là. Comme toi aussi, tu dois en avoir avec Nez Rouge, là. Puis les gens s'en rendent compte pas trop d'où est-ce qu'ils. Tu sais, si tu prends le mauvais chemin, ils s'en rendent pas trop compte parce qu'ils sont un peu en boisson. Là, fait que t'es Oui, correct. effectivement. Puis on n'avait pas de GPS dans les Non, cellulaires à c'est ce ça. moment-là, hein. Fait que je suis partie voyager pendant 1 an ou presque parce que monsieur est sorti des forces pour des raisons médicales. OK. Et puis on s'est dit, on va reprendre notre vie, on va partir faire un petit road trip. Puis ça a duré près de 6 mois. On a fait toutes les côtes des États-Unis. Moitié camping, hôtel. Donc, ça nous a permis de s'évader un petit peu. Au retour, la séparation s'est faite et je suis partie voyager encore pendant 3 mois en Inde. OK, wow. Oui, alors ça a été le Ça brasse, voyage ça. Moi, j'ai d'une vie. beaucoup de gens qui me disent il y a eu le avant que j'aille en Inde puis le après que j'aille en Inde. Oui, ça, c'est le voyage d'une vie. Ouais. Vraiment, là, le dépaysement, là, je te dirais, le choc culturel, je l'ai eu au retour.
d'avoir la vie aussi active, aussi demandante là, dans notre société à nous, là, complètement différent. Alors, au retour de voyage, changement de carrière, j'ai toujours été un peu dans la vente aussi, là, et puis là, je me disais, comment je peux faire pour arrêter de faire du porte-à-porte? Parce que j'ai fait du porte-à-porte, Littéralement, porte à porte, wow. littéralement porte-à-porte, vendre des systèmes d'alarme Ah, à Québec, en plein hiver. Puis l'hiver au Québec, là, c'est froid. c'est froid et il y en a de la neige. Je me souviens, on se promenait dans les rues, là, on En avait des raquette. rendez-vous, puis on n'était pas capable de voir les adresses des portes des propriétés tellement qu'il y avait de neige d'accumulée. Alors, je me suis gelé les cuisses à cette époque-là. Mais, tu sais, comment faire pour sortir, rester dans la vente parce que j'aime ça, mais sans avoir à sortir puis aller frapper à des portes et que les gens viennent à ma porte. Alors, je suis atterrie dans le milieu automobile. Hmm. Oui, j'ai vendu des véhicules et je suis devenue aussi directrice financière. Puis par la suite, on m'a recrutée pour travailler pour la compagnie qui vendait les services de produits financiers aux concessionnaires. Donc, je suis devenue coach de vente sur la route, encadrer, former les directeurs financiers. Et ça a été la carrière juste avant le métier de courtier. Donc, en 2016, j'ai eu l'heureux privilège de devenir maman. Et mes décisions ont complètement été prises en fonction d'être disponible pour ma fille. Mes contrats de travail m'amenaient des fois à 2 heures de route. Donc, un enfant qui commence la maternelle, pas la maternelle, mais la garderie, La vie. la Commence la vie, vie. la garderie, souvent malade et tout. Je trouvais ça trop loin pour être capable d'être disponible pour elle. Et j'étais déjà en train de faire mes études de courtage hypothécaire dans le but et l'intention de faire des investissements immobiliers. Donc, je me disais que peut-être la mécanique financière allait m'aider à mieux comprendre, faire des stratégies, tout ça. Et puis, j'ai fait, OK, ça ne sera pas mon plan B, mais ça va devenir mon plan Ah, A. ah. Alors, j'ai complètement arrêté le métier dans l'automobile et je suis devenue 100 étudiante en 2018, qui est aussi arrivée une séparation. En 2019, j'ai eu mon permis de courtier hypothécaire. Félicitations, bienvenue dans la Et me voilà famille. maintenant 5 ans plus tard. Et puis, donc voilà, fait que ça fait 5 ans que tu es courtière. Oui. Et tu dirais, qu'est-ce que tu trouves qui a changé dans les 5 dernières années ou qu'est-ce que tu trouves qui s'est amélioré? Qu'est-ce qui est devenu plus difficile? Dans mon Dis-moi. Il y a métier? comme eu une pandémie aussi là, Ah, pendant ce temps-là. Là. Donc, qu'est-ce que. Parce qu'évidemment, au début, là, tu rencontrais tous tes clients ou presque en personne. Ou puis là, pas tant, ça a non. changé. Non, tu as toujours été une pionnière du virtuel? Oui, vraiment, parce que je suis arrivée 2019. Puis en début de carrière, j'avais pas un fort succès. Là. On Non, ouais. partait de zéro. Ça a été zéro. Puis maman à temps plein aussi. Là, temps plein, temps plein. Temps plein, temps plein. Temps plein, temps plein. Donc, j'avais pas beaucoup de temps. Il a fallu que je réorganise aussi mon développement des affaires. Mon développement des affaires, on ne pouvait plus se faire dans les 5 à 7 le soir. Non. Alors, j'ai dû réorganiser tout ça. Puis, 2019, ça a été assez tranquille comme année. Ça a commencé à bouger plus vers la fin 2019. 2020 est arrivé. Et là, le rush a commencé, mais j'étais déjà assez virtuelle. OK. Ouais. Mais c'est parce que si tu avais juste commencé en 2019, c'est fin 2019, ben, tes vrais débuts, parce que tu sais, la première année d'un courtier hypothécaire, on va se le dire, c'est tu te cherches. Là. Tu tournes auprès de ta queue, puis tu cherches des clients, puis tu dis papa, maman, refinancez votre maison, s'il vous plaît, frère, sœur, cousin. Tu sais, vraiment dans le très proche. Puis ces gens-là, oui, ça se fait au téléphone, tu n'as pas besoin de les rencontrer ou quoi que ce soit. Mais quand tu commences à avoir des clients externes, des références de références de références qui commencent à rentrer, parce que là, tu as besoin d'avoir un certain contact. Je pense que à l'avant-pandémie, ben là, ça se faisait beaucoup à viens dans mon bureau ou même je vais aller chez vous. Ce qu'on voyait encore beaucoup, de moins en moins. Mais là, avec la pandémie, ça, c'était tout fini. Puis c'était la montée de Zoom et tout ça. Ouais. Mais voilà, fait que toi, tu as comme commencé un petit peu là-dedans, Ouais. si on veut. OK. Téléphone, pas tant Zoom, déjà Non. en 2019, mais très, très peu en personne. OK. Puis, qu'est-ce que tu aimes d'être courtier hypothécaire? Ah. Moi, j'ai toujours aimé éduquer. J'ai toujours aimé pouvoir apporter une vulgarisation aussi du métier. Puis je me ramène aussi à, puis je le dis, ça, mes clients pourraient en témoigner, là, mais quand moi, je suis devenue propriétaire, j'étais pas encore courtier, donc j'étais encore dans l'automobile. Et quand j'ai pris connaissance du métier de courtier dans sa finesse, je me suis rendu compte à quel point j'étais probablement passée à côté d'une solution qui aurait pu être meilleure pour moi à l'époque parce que j'ai utilisé un démarcheur hypothécaire et non pas un courtier.
Et ça, je me dis, c'est la base, la raison pourquoi je fais mon travail. Je suis passée d'acheteur de ma propriété à propriétaire et le processus, j'ai rien compris de ce qui s'est passé. Et là, mon rôle, c'est vraiment l'éducation avec le client. Alors, moi, mon client qui arrive, qu'il soit premier acheteur ou qu'il soit un expérimenté de l'investissement immobilier, il n'y a pas une transaction qui se fait de la même façon ou pour les mêmes raisons. Alors, mon rôle, c'est vraiment d'amener du point A au point B au notaire, d'avoir tous les outils afin de prendre ses bonnes décisions jusqu'à la fin de son processus et d'être toujours préparé un coup d'avance. Alors, j'écoutais tantôt le notaire qui parlait et puis qui disait la préparation est essentielle en arrivant dans leur bureau et c'est vrai. Un client avisé va se sentir sécuritaire dans sa transaction, dans son processus et c'est de l'intégrité aussi que je transmets dans mes rencontres parce que justement, ils sont là à la recherche d'experts. Oui, parce que le client n'a pas besoin de devenir un expert en immobilier, en hypothécaire, en transactions, en légal, en rien de ça. Mais je pense qu'il faut qu'il comprenne dans quelle étape il est rendu, c'est quoi l'étape suivante, idéalement l'autre d'après, mais qu'il soit au moins confortable pour que, je le dis tout le temps, je le dis dans tous les podcasts, les gens doivent être tannés de m'entendre, on ne veut pas de surprises. Parce que des bonnes surprises dans une transaction immobilière, ça n'existe pas tant. Il n'y a pas tant d'opportunités de bonnes surprises. Non. Fait que les surprises sont souvent négatives, puis on veut toujours essayer de les éviter. Fait que d'essayer de prévoir les shots d'avance, hein, quelle belle expression française, ça permet de rendre ça facile pour le client. Ouais. Tu me parles de stratégie ou de produits hypothécaires auxquels tu n'as pas eu accès parce que, entre guillemets, tu as fait affaire avec un démarcheur. On s'entend, le démarcheur peut être super sympathique, super Absolument. compétent, super bon, puis peut-être que le produit qu'il t'offre, c'est le meilleur pour toi, mais justement, il y a le mot peut-être, là, où est-ce qu'on ne le sait pas, parce que lui, il va offrir la couleur de Skittles qu'il a. Il ne peut pas offrir les autres. Exact. Donc, tu t'es lancé dans le courtage hypothécaire, puis tu as découvert différentes stratégies. Ah, tellement. Quelle tellement. stratégie ou quelle recette, mettons, que tu as découvert pour tes clients? Bien, j'ai eu pendant quelques années aussi une collègue avec qui j'ai travaillé qui était très en amont dans sa réflexion de rembourser son hypothèque plus rapidement, s'enrichir aussi là, avec les bonnes dettes, les mauvaises dettes, mais travailler des astuces et des stratégies, oui, mais en utilisant les bons produits hypothécaires. Parce que c'est pas vrai qu'un bon produit hypothécaire, c'est un taux d'intérêt, là, on va se le dire entre toi et moi, là. C'est vraiment sa structure, ses conditions, ses avantages, ses inconvénients. Fait qu'il faut vraiment avoir l'ensemble de la situation ou de chacune des positions prêteurs. Donc, ça, c'est vraiment la formule de base. Puis, l'année dernière, je me cherchais une solution pour pouvoir améliorer ma situation financière parce que, veux pas, ma transition a quand même généré du sérieux retard dans ma planification de retraite. Puis en tant que travailleur autonome, si moi, je ne planifie pas ma retraite, il n'y a personne d'autre qui va le faire. Je disais toujours que, c'est le fun, par exemple, parce que j'ai mon condo qui vient prendre de la valeur. Ouais. Griffintown, c'est un secteur intéressant. J'ai acheté sur plan en 2012, donc on est déjà avec une bonne équité. Mais je me disais, Caroline, comment je vais faire pour pouvoir faire valoir cette équité-là? C'est soit que je refinance avec une mauvaise dette, ou soit que je vends mon unité, mais je vais devoir me reloger. Au prix d'aujourd'hui, je ne paierai pas le même prix que j'ai payé en 2012. Donc, je suis tombée sur la lecture du livre de la Manœuvre-Smith. Et puis, je me suis dit, ça, c'est certain qu'on doit connaître ces outils-là. Je ne comprends même pas qu'on ne connaisse pas ces outils-là de base. C'est de la magie un peu des fois quand on regarde ça. Mais le pire, c'est qu'il n'y a rien de magique. C'est juste connaître des règles comptables. Ça semble de la magie parce qu'on ne les connaît pas. Puis, je veux dire, moi, le premier, souvent, moi, je vais me référer à des planifs ou à des gens qui ont une bonne connaissance dans ce milieu-là. Mais toi, tu as vraiment voulu te rendre plus loin là, que la lecture. La lecture, by the way, moi, je conseille ce livre-là à tout le monde. Il y a plusieurs stratégies parce qu'il y a la manœuvre Smith qui est complète, si on veut, mais il y a des accélérateurs, je pense, des choses comme ça. Donc, je conseille ça à n'importe qui veut acheter une maison, à la limite, là, parce que c'est absolument pertinent. Ça peut vous faire sauver des milliers de dollars, des dizaines de milliers de dollars en impôts. Puis, parle-moi-en non plus, parce que toi, il y a un cours, il y a une certification. Oui.
Je te laisse aller, là, parce que là, c'est moi qui parle, mais je veux que ce soit Oui, toi qui nous oui, oui. l'explique au lieu que ce soit mon commentaire non éduqué. Là. Vas-y. Oui, oui, mais dans le fond, là, c'est que la manœuvre Smith, là, quand on prend connaissance de ça, il y a une importance aussi à faire avec les bons professionnels parce que oui, il y a une accréditation, plusieurs milliers de dollars à investir. Et ça fait partie de l'investissement que j'offre aussi à mes clients. Là. Plus je vais continuer à m'avancer dans mes connaissances et dans mon expertise, meilleur va être mon service et mes stratégies à mettre de l'avant. Donc, la manœuvre Smith, c'est un outil supplémentaire. Euh, Pourquoi je recommande des gens accrédités? Parce qu'il y a quand même plusieurs professionnels qui vont dire qu'ils connaissent la manœuvre Smith. Par contre, c'est les structures internes qui sont moins connues et qui sont hyper, hyper importantes parce que c'est ça le but de la manœuvre, c'est d'utiliser les crédits d'impôt que le gouvernement est prêt à nous offrir si on investit dans le but de générer un revenu futur. Par contre, si l'investissement est contaminé, si l'investissement n'est pas bien fait, c'est là que les contaminants et que les crédits d'impôt peuvent être récupérés par le gouvernement s'il y a un audit. Parce qu'il y a des bourdes qu'on peut faire. Le bourde, je suis content d'avoir utilisé le mot bourde. Des erreurs qu'on peut faire qui peuvent nous faire retomber à zéro, là, Ben si je ne oui. me trompe pas. Là. Ben oui, absolument. Et si on peut, tu sais, s'il y avait des mauvaises presse à lire à ce sujet-là, au sujet de la manœuvre, c'est parce que c'est des gens qui ont tenté de l'appliquer sans avoir la connaissance approfondie. Alors, c'est comme toute chose. Moi, mes clients qui veulent mettre en place la manœuvre Smith, ils vont passer une analyse encore plus approfondie qu'un client d'hypothèque standard. Ben oui. Parce qu'ils vont être responsables aussi de leur rentabilité et du patrimoine qu'ils veulent générer. Parce qu'ils ont des manœuvres à faire à chaque mois ensuite. Oui, c'est ça. Alors, Puis toi, tu ne peux pas continuer nécessairement à faire ça. Là. À un moment donné, il faut que tu les laisses voler de leurs propres ailes. Là. Ouais. exactement. Sauf que je vais leur recommander fortement de travailler avec un personnel accrédité aussi au niveau du placement, au niveau de la fiscalité, parce que tout ça s'enchaîne et tout ça a un lien. OK, revenons. Rewind un tout petit peu. La manœuvre Smith, parce que, tu sais, le mot, moi, j'ai toujours trouvé que la manœuvre Smith, ça a l'air d'un passe-passe. C'est à cause du mot manœuvre, c'est pas à cause du mot Smith, évidemment. Le mot manœuvre semble, tu sais, dire que c'est une stratégie pour contourner quelque chose, alors que c'est pas le cas du tout. Mais explique-nous brièvement, de faire comme si j'étais un enfant de 3 ans, bonne chance, comme si j'étais un enfant de 8 ans, encore bonne chance, comme si j'étais genre en première année de cégep. Ouais. C'est quoi la manœuvre Smith? Bon, c'est une manœuvre de conversion. Puis si le mot manœuvre est là, c'est qu'il y a des manœuvres à faire, il y a des mouvements à faire. Alors, une hypothèque standard qu'on connaît ici au Québec n'est pas déductible. Puis au Canada, nos hypothèques personnelles ne sont pas déductibles d'impôt à la base. Mm-hmm. Alors, quand le gouvernement octroie des crédits, c'est qu'il va octroyer des crédits d'impôt quand il y a un prêt qui est fait dans le but de générer un revenu. On crée l'économie, on veut pouvoir investir et tout ça. Je m'excuse, je te coupe, là, comme un maudit homme blanc qui fait du mansplaining. Mais dans le fond, c'est juste pour les gens. Dans le fond, ça permet de prendre une gorgée de café, exactement. On le comprend beaucoup, ce que tu dis là. Les intérêts d'une maison, de notre propriété principale où est-ce qu'on habite, ne sont pas déductibles d'impôt, alors que quand on a un duplex, un triplex, un condo locatif, les intérêts vont être déductibles d'impôt. Parce que ça nous permet de générer des revenus. Exactement. Donc, je te continue. Parce qu'on se rappelle que pour une maison principale, ce n'est pas déductible. Exactement. Jusqu'à ce qu'on puisse mettre les bons outils en place. Donc, on va venir greffer à notre hypothèque une marge de crédit adéquate, sans contaminant à l'interne, pour pouvoir faire la conversion. Donc, si on regarde juste la manœuvre de base, c'est qu'à chaque mois, on va faire un paiement qui va rembourser du capital et des intérêts, l'intérêt du prêteur. Le capital qui va se libérer, qui va se rendre disponible, va être dans la marge de crédit hypothécaire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la marge de crédit hypothécaire et on va créer une nouvelle dette. C'est pour ça puis moi, je mets l'emphase sur la manœuvre de conversion. On n'efface pas une dette. On convertit une dette non déductible en dette déductible. Donc, tous les paiements qui vont se convertir dans la marge de crédit hypothécaire vont être réinjectés dans le projet financier qui va être justement le placement non enregistré hors REER, hors CELI pour pouvoir avoir accès au retour. Et c'est les intérêts payés via la marge de crédit hypothécaire qui, elles, seront déductibles sur le revenu personnel de l'emprunteur. Donc, on paye l'hypothèque avec la marge. Donc, la marge monte, l'hypothèque descend.
mais les intérêts, je vois vraiment là, super de base. Les intérêts de la marge de crédit vont pouvoir être déductibles d'impôt, Exact. alors que ceux de l'hypothèque ne le sont pas. Fait que, là, pour ceux qui me voient, ça fait ça un petit peu. Là. Exact. La marge du C'est un monde, vase l'hypothèque communicant. descend. Exact. Donc, on paye notre paiement hypothécaire comme on fait habituellement. Ce qui est disponible du portion capital va être réinvesti. Et à la fin de l'année, les crédits d'impôt que les intérêts vont avoir générés, bien, on va pouvoir appliquer des remboursements anticipés sur notre remboursement de dette non déductible. Mhm. Donc, encore là, un levier pour pouvoir faire un remboursement, un remboursement anticipé et de pouvoir réinjecter. Donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir faire une conversion. Et ensuite, il y a d'autres accélérateurs qu'on peut utiliser aussi, en plus de la manœuvre de base. Donc, non seulement on va payer des intérêts qui vont devenir déductibles d'impôt, mais en plus, tout ça va nous permettre de payer plus rapidement notre hypothèque. Absolument. Absolument. C'est là qu'on se dit, là, c'est de la magie. Eh bien, oui, mais c'est seulement qu'on n'est pas éduqué et on ne nous éduque pas avec ces informations-là. Alors, ça existe, c'est là. La manœuvre Smith est en place depuis plus de 30 ans. Elle a été auditée. Tout est légal quand c'est bien fait. Alors, ce n'est pas une question de légalité, c'est une question que le gouvernement nous l'octroie. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire et mettre en place pour aller les récupérer? Tu as parlé d'accélérateur. Tu veux-tu en parler plus? Tu veux-tu aller plus loin? Bien, il y a des accélérateurs. Je vous donne un exemple. J'ai un client qu'on est en train de convertir en ce moment et monsieur paie une pension mensuelle qui va se terminer à la fin de l'année. Donc, en début d'année, il va garder son même budget mensuel, mais qui va appliquer en accélérateur. Donc, à chaque mois, il va faire un remboursement anticipé. Au lieu de le verser à madame, il va le verser à son hypothèque non déductible, qui va rendre déductible et qui va réinvestir. Donc, lui, encore, c'est un accélérateur qui va rembourser son hypothèque beaucoup plus rapidement. OK. Puis ça, y a-t-il des types de maisons qui sont bons pour ça? Y a-t-il des types de maisons qui ne fonctionnent pas ou c'est bon pour, entre guillemets, n'importe qui? Bien, c'est bon pour chaque propriétaire. Ça s'applique sur une propriété, une résidence principale. Sur laquelle tu peux avoir une marge. Sur lequel on peut avoir une marge, exactement. Une résidence secondaire aussi, c'est notre propriété qui est non déductible. Et l'investissement peut se faire en placement, mais peut se faire aussi en investissement en mise de fonds pour un achat immobilier aussi. Oui, ben oui. Parce que c'est dans le but de générer un revenu. Donc, si on achète un immeuble locatif, la mise de fonds va aussi servir. Oui, parce que dans le fond, les placements que tu vas avoir faits, je veux dire, pendant un certain temps, ça va être des placements, mais éventuellement, ces placements-là, on peut les utiliser pour faire autre chose, pour une mise de fonds ou quoi que ce soit. Exactement. Donc, on peut changer la vocation, mais toujours si elle demeure dans le but de générer un revenu. Oui. Alors, ou quelqu'un qui a une marge de crédit hypothécaire non utilisée et qu'il veut acheter un immeuble locatif, s'il fait à même sa marge de crédit personnelle, bien, encore là, c'est un investissement dans le but de générer un revenu. Donc, cette portion-là va être déductible. Donc, ça serait possible, pour certaines situations, d'aller chercher un achat locatif 100% emprunté. Okay. Dans le fond, n'importe qui a acheté sa maison, qui a 20 de mise, qui a 20 d'équité, pourrait le faire. Parce que pour avoir une marge de crédit, normalement, il faut avoir au moins 20 de mise de fonds à l'achat ou 20 d'équité. Mais donc, c'est bon pour tout le monde. C'est merveilleux. Absolument. Absolument. Et ce qui est encore mieux, c'est qu'on n'a pas besoin de dégager de montants supplémentaires dans notre budget mensuel pour être capable de faire de l'investissement. Parce que ce qui arrive aujourd'hui aussi, puis pourquoi j'en parle à tous mes clients, même si ce n'est pas adressé à tout le monde, c'est qu'il est difficile aujourd'hui de dégager un montant pour venir faire un placement financier dans le but de planifier notre retraite. Mm-hmm. Il y a de moins en moins de liquidité dans notre budget parce que notre salaire ne croît pas aussi rapidement que le coût de la vie. Mais notre hypothèque, elle, on la paye à tous les mois. Donc, c'est vraiment le même dollar qu'on utilise à chaque mois dans notre budget qu'on peut venir investir. Donc, ça ne demande pas de budget supplémentaire à planifier au client pour pouvoir justement améliorer son patrimoine. C'est super intéressant, c'est parce qu'en payant la même chose, tu vas quand même avoir ta maison. Parce que des fois, il y a bien des gens pour qui leur maison, c'est leur fonds de pension. Exact. Correct. Mettons que c'est pas très diversifié. Mais fait que tu vas avoir ta maison et tu vas avoir en plus un bon montant, un gros montant qui va être placé en placement que tu pourrais mettre en... Peu importe, là, il y a différents instruments financiers. Ouais, c'est cool. C'est les intérêts composés. En plus. C'est les intérêts composés. Quand on fait une manœuvre de conversion comme ça, il ne faut pas s'attendre à devoir l'arrêter dans 5 ou 10 ans. Il faut faire travailler aussi les intérêts composés pour pouvoir faire valoir notre portefeuille. Là.
Ben oui. Ça, c'est un atout. C'est pour ça que j'imagine que quand tu calcules la manœuvre Smith, la première année, je sais pas, il y a une économie, je dis n'importe quoi, ça dépend des montants, mais 12 $, mais la deuxième année, ben, c'est rendu 60 $. Puis après ça, à un moment donné, c'est des milliers. Là. Exactement. Ouais. Exact. Fait que c'est une vision à long terme. Il ne faut pas faire ça en se disant ça va me coûter moins cher cette année. Non, Ça va me coûter moins cher au bout d'une. En même temps, tout ce qui est immobilier, c'est toujours sur 25 ans, c'est des fois 30 ans. Tout est long. Fait que, évidemment, toute stratégie va prendre du temps, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas bénéfique. Non, exactement. C'est de le mettre en place maintenant pour le faire travailler le plus longtemps possible et payer les intérêts non déductibles le moins longtemps possible. Oui, exact. Donc, se payer nous en premier. Oui. C'est là qu'on revient encore de se payer nous en premier. Absolument. Fait que quand tu parles de ça à tes clients, ils doivent capoter. C'est, oui, ils ont, tu sais, on le présente, mais je le présente aussi avec des scénarios qui leur reviennent à eux, leur scénario à eux. Et c'est beaucoup plus facile à visualiser aussi puis à mettre en application là, de leur côté. Oh, oui. Qu'est-ce que. Je ne sais pas si la stat existe, là. Je dirais le paiement d'une hypothèque, là, c'est 25 ans. Avec ça, est-ce que es-tu capable de dire ça peut, mettons, globalement, on parle d'aucun prix. Là. Évidemment, si tu as une maison à 200 000 et tu as une maison à 800 000, ce ne sera pas pareil, mais ça va me sauver combien d'années De base, on devrait normalement aller chercher un 3 ans d'amélioration. Et c'est ça, là, fait, juste pour les gens qui écoutent, là, c'est-à-dire qu'au lieu de payer ta maison sur 25 ans, tu vas avoir 3 ans que tu n'auras pas de paiement hypothécaire. Oui, tu la rembourseras en 22. Tu la convertiras en 22 ans. Oui, c'est ça. C'est cool. Oui, c'est de la rentabilité. Mais fait que c'est juste quelque chose qui est à connaître. Puis on en parlait tantôt des solutions qui ne seront pas proposées par bien des institutions. Il y a des institutions qui peuvent tout simplement pas l'offrir parce qu'ils n'ont pas la bonne marge de crédit ou quoi que ce soit. Fait que, appelez Mélanie. Appelez Mélanie. Appelez Mélanie, appelez Pierre-Alain. Mais on fait de la collaboration aussi. Là. Oui, bien c'est ça. C'est un peu ce que j'étais pour te dire. Les placements, c'est pas toi qui les fais. L'argent, une fois qu'elle sort de la marge de crédit, c'est plus toi qui as le contrôle là-dessus. Fait que tu mets tes clients en contact avec ton pendant, donc un planif, un conseiller en finances personnelles qui, lui, est habitué à gérer tout ça parce que c'est pas tous les instruments. Je pense qu'il faut qu'il y ait un risque quelconque, une possibilité de risque. Il faut qu'il y ait un risque, là, absolument. Là. Mais non, c'est vraiment la base là, que j'ai voulu offrir de plus à mes clients parce que moi-même, j'avais rien devant moi pour planifier ma retraite. Mm-hmm. Alors, c'est vraiment ça, c'est d'aller chercher l'éducation, leur offrir. On ne peut pas savoir ce qu'on ne connaît pas. Non. C'est impossible. Puis même à l'intérieur du métier de courtier, il y a tellement de choses qui existent et qui changent que c'est impossible de tout savoir. Alors, c'est vraiment de pouvoir améliorer notre expertise, d'améliorer le service qu'on offre, mais de le faire en intégrité puis en transparence. C'est-à-dire, voici le scénario 1 qui est proposé, scénario 2, 3. Si vous avez des outils pour l'accélérateur de Manœuvre Smith, on pourrait mettre en place, mais il faut suivre aussi le rythme du client. Ça, oui. C'est la base. Là. Mais tu as raison, quand tu dis il y a pas de... On ne peut pas savoir ce qu'on ne sait pas. Puis il y a des changements qui se passent tellement rapidement. Là, je vais juste penser, là, on est le 2 mai aujourd'hui. Là, mais au mois d'avril, le gouvernement fédéral a proposé des nouvelles règles. Ben, bing bang, c'était mis en place. Là, si tu as pris 2 semaines de congé, là, tu l'as manqué, tu n'as pas vu l'annonce. Il faut toujours, nous, les courtiers hypothécaires, les professionnels, on doit être constamment à jour sur ces choses-là. Puis évidemment, on a plein de techniques, plein d'outils qui nous permettent de rester à jour sur tous ces changements-là. Mais je ne sais pas comment un consommateur régulier qui est occupé dans son travail d'ingénieur chez Hydro-Québec, là, je dis n'importe quoi, mais je ne vois pas comment lui il peut être à jour sur tout ce qui se passe. Donc, voilà l'importance de faire affaire avec des gens, soit qui sont accrédités pour une manœuvre Smith, ou soit simplement un courtier hypothécaire qui connaît ses affaires. Là. Ah non, exactement. Puis les gens veulent des experts. Ils veulent des experts parce que c'est difficile aussi d'aller chercher la confiance ou d'offrir notre confiance parce que je regarde moi-même en tant que consommateur, offrir ma confiance dans un planificateur financier, un comptable, un notaire, un courtier, ils ont tous la meilleure solution à m'offrir. Mais qui va vraiment l'avoir ou qui va vraiment comprendre mon profil ou m'offrir ce que je veux? Mm-hmm. C'est un fit aussi qu'il doit y avoir, là. Alors, c'est comme la confiance, c'est tellement dur à mesurer. Ça se mesure pas. Tu peux pas dire, oui, j'utilise Mélanie parce que j'ai une confiance de 8 avec elle, alors qu'avec mon ancien courtier, j'étais à 7. Ça ne marche pas. Ce qui est facile à comparer, c'est un taux hypothécaire. Exact. J'étais à 5,29, j'étais à 5,24 avec l'autre. L'autre doit être définitivement meilleur.
Mais si tu n'as pas fait sauver 3 ans, ton 5,24, il ne sert à rien. Là. Il n'est pas bon. Exactement. Fait que, on le dit souvent, le taux n'est pas tout. Moi, je rajoute souvent que c'est quand même un peu important pour bien du monde, on s'entend. Mais il faut regarder plus large que ça, c'est Ah certain. ouais. Il y a la structure aussi, là, tu sais, il y a des outils élastiques aussi dans l'hypothèque, là, l'amortissement, tu sais, on peut partir un plus long amortissement, mais être capable de le réduire plus Mhm. rapidement. Donc, c'est toute l'éducation aussi, parce qu'au Québec, on n'a pas l'habitude de réfléchir comme ça. On nous a enseigné à rembourser notre hypothèque le plus rapidement possible puis pas avoir de dette. Mhm. Une mauvaise dette, c'est vrai, Comme si toutes les dettes étaient égales. exact. Mais une bonne dette, c'est différent. Mm. Alors, Fait que le courtier hypothécaire depuis 5 ans, ouais. tu vois l'évolution, comment? Tu penses que ça s'en va vers où? Je te lance dans les hauts lions, là, mais dis-moi, qu'est-ce que tu penses vers où on s'en va? Qu'est-ce que ça va être les prochaines années? Je pense qu'à la place du courtier, va avoir encore beaucoup plus d'importance que les institutions financières. Les gens commencent à voir l'importance, mais surtout les différences entre chacune des institutions financières. Alors, je pense que notre métier à nous, là, dans le milieu hypothécaire, puis en sachant ce que va nous prévoir aussi, qu'est-ce qui nous attend pour 2025, 2026 là, dans le financement, le rôle du courtier va avoir une importance cruciale dans le choix des clients parce qu'il est de plus en plus difficile de se qualifier, de plus en plus difficile d'avoir les bons outils. Au-delà du taux d'intérêt, c'est comment je peux faire pour garder ma maison. Mhm. Alors, oui, j'ai beaucoup d'équité, il me reste plus beaucoup de dettes, sauf que comment je peux faire pour arriver à bien vivre, avoir une habitude de vie qui est saine, sans être à plus de 50 de mes revenus nets qui payent mon hypothèque. Ah, puis on en a beaucoup de ça, là. Énormément, énormément. Alors, tu sais, dans l'éducation, là, moi, je le travaille et j'en suis fière aujourd'hui parce que mes clients qui ont acheté à 2 sont pas tant inquiets du renouvellement du 5 à venir ou du 4 à venir. Parce que justement, dans l'éducation, je le mentionne à tous mes clients, que la qualification, quand on parle de ratio d'endettement, elle se fait sur des revenus bruts qui peuvent atteindre jusqu'à du 44. Par contre, ce qui rentre comme paye Ouais, c'est dans pas leur brut. compte de banque, Non. c'est pas du brut, c'est du net. Alors, il faut prendre conscience aussi de ça. Et ça, des échanges que j'ai avec mes clients que les clients n'ont pas avec des institutions financières la plupart du temps. Parce que oui, on va faire de l'hypothèque, c'est une poutine. OK, vous avez le droit d'acheter tant. Vous avez une capacité d'acheter tant. Mais l'éducation financière part de la base. Donc, les premiers acheteurs, s'ils n'ont pas cette éducation-là, de dire oui, je suis capable de m'acheter une maison à 700 000, OK, tu peux l'acheter, oui. Mais en l'achetant aujourd'hui à ce prix-là, il faut que tu l'aimes, ta maison. Ouais, parce Parce que tu n'auras que peut-être plus le budget pour pouvoir continuer à voyager, sortir, les restaurants et tout, là. Donc, ça, c'est vraiment une éducation de base. Donc, en ce moment, ce qui est encore plus important, à mon avis, pour les années à venir, c'est de bien préparer, de bien structurer et de faire le financement qui va être adéquat selon le profil du client. Puis c'est laisser une sûr. marge. Laisser une marge pas une marge de crédit, mais une marge de manœuvre pour les imprévus aussi. Donc, c'est une santé financière qu'il faut regarder aussi dans le long terme. Je pense que ça fait partie du rôle de base du courtier hypothécaire aussi d'en discuter. Mais c'est ça, parce que moi, je trouve toujours qu'on se retrouve à l'intersection entre l'immobilier, on s'entend, on baigne dans l'immobilier, c'est une maison qu'on finance, et les finances personnelles. Puis souvent, on a tendance à vouloir, ou on voit beaucoup le courtier hypothécaire comme juste la suite du courtier immobilier. Donc, j'ai fait Ouais. affaire avec le courtier immobilier, maintenant, assure-toi que la transaction passe. Mais il y a plus que ça. Il y a de l'éducation, comme tu dis, il y a de l'accompagnement, puis il y a une petite valve de sécurité, là, où est-ce que es-tu bien avec cet achat-là? Exact. Et puis on en parle avec différents intervenants, qui sont des conseillers en sécurité financière, avec des notaires. Puis on le voit tous, des clients qui achètent à un prix dans lequel ils ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire. Puis moi non plus, je ne le sais pas. 600 000, 700 000, je ne sais pas ce qu'on va faire. Mais non, puis ils ne savent pas non plus souvent le paiement qui représente l'achat de 600 à 700 000. Exact. Donc, dans mon éducation, puis dans ma rencontre de préautorisation, c'est fait d'emblée. Maintenant, vous êtes capable d'acheter ce prix-là, oui. Est-ce que vous savez le paiement que ça donne? Selon votre situation avec la mise de fonds, le montant financier et tout. Et là, des fois, oh, OK, c'est pas mal plus que je pensais parce que ça, c'est un paiement juste pour le remboursement de capital et intérêt. Il faut ajouter toutes les autres dépenses, tous les autres frais rattachés à la propriété. Alors, oui, l'éducation est vraiment de base, puis c'est en amont que ça se fait, non pas sur le fait accompli. Exact.
Un client qui voudrait en savoir plus sur la manœuvre Smith, comment il fait pour te parler, quand tu as rejoindre, comment c'est là que tu te plugues, là. Oui. Tu te plugues. Il peut me rejoindre par courriel, par téléphone. Réseaux sociaux, j'imagine? Réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Mélanie Lachaine. Mélanie Lachaine, courtier hypothécaire. Absolument. Région Griffintown, positionnement. Mais je fais des hypothèques à travers le Québec. Ça, c'est juste où est-ce que tu es physiquement, mais tu peux faire n'importe quoi. À travers le Québec, puis même aujourd'hui, un peu plus vaste avec les outils qu'on peut avoir. Pour le fun, Manœuvre Smith, c'est bon partout au Canada, oui. C'est notre même système fiscal. Absolument, absolument. Ça prend le bon outil pour le mettre en place, mais effectivement, ça s'applique partout à travers le Canada. Fantastique. Bien, si on veut en savoir plus, on te rejoint. Mélanie, merci d'être venue en parler. Je pense que c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus parler, la manœuvre Smith, mais il y a quelques années, on entendait parler de la MAPA un peu plus, qui est la mise à part de l'argent. Qui est un des outils, un des accélérateurs derrière de la manœuvre Smith. C'est comme le petit frère, mais ça te prend... Après, faut que tu aies aussi un... Ben non. Bref, il fait partie de la famille, mettons, de la manœuvre Smith. Mais là, je trouve qu'on en entend de plus en plus parler, puis c'est important. Les comptables, sont-ils au courant? Comprennent-tu ce bout-là? Ils en comprennent une partie, mais je ne pourrais pas entrer dans leur champ d'expertise. Là. Mais plus le comptable, plus tous les intervenants, puis ça va même jusqu'au notaire pour la manœuvre Smith, parce que le notaire, c'est une propriété convertie et qu'il y a un changement de propriété, le notaire il y a un jeu vraiment, il y a un rôle, vraiment, vraiment important dans cette transaction-là, avec la manœuvre de conversion. Alors, tous les intervenants, oui, sont importants, puis... Toi, tu es accrédité en tant que courtier hypothécaire là-dedans. Ouais. Il y a des planificateurs financiers ou des conseillers en finances personnelles qui sont accrédités à ça. Ouais. Y a-tu des notaires qui sont accrédités, des comptables, pas à ma des fiscalistes? Connaissance encore, mais comptable, ça s'en vient. Notaire, pas encore à ma connaissance. Alors oui, contactez-moi s'il y en a qui souhaitent s'accréditer, parce que plus on va être de gens à faire rayonner la manœuvre de conversion, et plus les gens vont être informés sur ce sujet-là. Donc, absolument. Merci beaucoup d'être venue nous éduquer là-dessus. Mélanie, on te souhaite une bonne journée. Merci à toi, Pierre-Alain. Merci beaucoup. À vous qui nous écoutez, si vous appréciez ce qu'on fait, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à liker les différents réseaux sociaux, Spotify, Apple Podcasts, YouTube. Ça nous fait toujours plaisir, évidemment, de voir notre impact qu'on peut avoir. Si jamais vous avez des questions, vous voulez me rejoindre d'une façon ou d'une autre, vous avez mon adresse courriel, pierre-alain@planiprêt.com. Sinon, sur les réseaux sociaux, CP Saint-Lô. Et ça me fera plaisir de discuter hypothèque avec vous. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée.